Des sacs en plastique blanc s'abattent sur mon visage. Je les décolle des oculaires de mon masque à gaz, et, emportés par le vent, ils s'éloignent dans les airs en flottant comme des méduses. Il n'y a pas d'animaux ici, pas de normaux, ni même de monstres accoutumés aux radiations. À des kilomètres à la ronde, pas une feuille, pas un brin d'herbe. Seulement de la suie, du métal fondu, du charbon et des débris de béton. Pour peu que le vent apporte ici quelques semences, quand elles tombent sur ce terreau maudit, elles dépérissent, incapables de s'acclimater. Même les sacs qui s'arrêtent pour reprendre leur souffle fuient au loin. Je viens ici tous les jours, et voilà bien longtemps que j'en ai perdu le compte. Je me glisse dans le lourd costume anti-radiation, enfile le masque à gaz, empoigne une arme et entame l'ascension de l'escalator. Les premiers temps, des regards étranges m'accompagnaient, s'y mêlaient l'indulgence, l'admiration et la raillerie. Désormais chacun en a pris son parti et plus personne ne fait attention à moi. J'aime mieux ça. Je ne sais pas ce que je cherche dans ces décombres. Peut-être rien du tout. Ne dit-on pas que les assassins retournent compulsivement sur les lieux de leurs crimes? Ne s'agit-il que de cela? Une chose est sûre, je ne trouverai ici ni pardon ni espoir. Je remue la saleté de la pointe de ma botte, je triture de mon bâton les débris métalliques. Pour tout pardon, je ne trouve que la suie. Pour tout espoir, des morceaux de charbon. Je continuerai de venir tant que mes jambes me porteront. Ils étaient sortis pour m'accueillir en héros, brûlés, ensanglantés, enguenillés. J'étais descendu d'une simple tour de télédiffusion en béton, endommagée par les bombardements, et on me regardait comme si j'étais venu des cieux. J'avais envie de crever, et j'avais arraché le masque à gaz qui me couvrait la figure, pour aspirer goulûment l'air empoisonné, l'air interdit, dont je rêvais depuis longtemps de connaître le goût. Mais ce goût, je ne le sentais pas. Je me traînais le long de la rue morte dans l'espoir d'être dévoré avant d'atteindre l'entrée du métro. Mais les bêtes qui en avaient après mon sang quelques heures plus tôt semblaient faire la fine bouche. Et à mon arrivée, une foule m'attendait. Ils étaient montés, malgré l'interdit, afin de contempler par eux-mêmes la terre que j'avais arrachée aux démons pour leur enfant. Et quand ils virent que je respirais l'air vicié de la surface, certains entreprirent même d'ôter leur masque en résine. Ils avaient l'impression que ma victoire leur avait rendu le monde perdu jadis. Ils ignoraient que je venais d'anéantir leur dernier espoir de salut, et je ne leur ai rien dit. Parmi ceux qui étaient venus m'accueillir, il y avait une femme avec un enfant. N'éprouvait-elle aucune crainte pour son petit bonhomme? Sans doute que si. Cependant, quelques heures plus tôt, elle avait encore la certitude qu'il mourrait. Et tous ceux qui étaient montés, tous ces gens exténués s'étaient préparés à mourir. Ils étaient restés dans la station assiégée car ils n'avaient nulle part où fuir. Ils étaient restés pour la protéger jusqu'à la fin, cette fin inéluctable et proche. Des condamnés à mort à peine graciés craignent-ils la maladie? Non, ils n'ont peur de rien. Ces gens ne savaient pas que je venais muer leur condamnation à mort en une réclusion à perpétuité. Le garçonnet assis dans les bras de sa mère avait lui aussi arraché son masque à gaz artisanal et l'agitait dans ma direction. « Artyom! Artyom! Il neige !» Du ciel tombaient d'épais flocons gris qui recouvraient la terre brun sale et l'asphalte noir desséché. J'ouvris ma pomme et les étalai avec mes doigts. « Hurrah! De la neige !» criait le garçon. « C'est de la cendre, » lui dis-je. Je suis un lâche. C'est pour cela que je serai un héros. Je ne me résoudrai jamais à leur dire ce qui s'est réellement passé. Si je le faisais, nul ne me croirait, ou on penserait que les Noirs avaient réussi à s'emparer de mon esprit.
On compose déjà des légendes à mon sujet, et j'ai même entendu dire qu'un vieil homme écrivait un livre, celui d'un jeune gars d'une station périphérique qui entreprend de traverser tout le métro pour sauver sa station natale et l'humanité de démons venus de la surface. Après s'être aguerri et être devenu un homme, il réussit à trouver une arme terrible, un legs de ses ancêtres, et à anéantir les créatures malfaisantes. Dans une ultime tentative de survie, ces dernières essayent de corrompre sa psyché. Mais le jeune homme réussit cette dernière épreuve, résiste à la tentation, et remporte la victoire. Nos enfants oublieront l'écriture. Leurs enfants ne sauront plus l'alphabet. Il ne restera personne pour lire le livre du métro. Mais tant que les hommes des cavernes vivant dans les tunnels ne désapprendront pas la parole, ils se raconteront cette légende au coin du feu, en rongeant les os de leur ennemi. Dans les mythes des sauvages cannibales, je resterai à jamais un héros. Le châtiment pour ma pusillanimité. Quand on me demande de l'origine de cette histoire, je réponds que tout a commencé le jour où nous avons ouvert les vantaux hermétiques de la station Botaniczewski Sad. Nous, ce sont mes 2 amis et moi. Nous étions enfants et n'avions pas conscience des conséquences de nos actes. Oui, nous avions enfreint un interdit, mais quel garçon n'en enfreint-il pas? Qui a eu l'idée de s'aventurer dans la station abandonnée? Qui a incité les autres? Je ne m'en souviens plus, ai-je l'habitude de lâcher. Peut-être Vitalik, le pinailleur? Peut-être Jennia? Je mens. Le mensonge me vient d'autant plus facilement qu'il est impossible de vérifier mes dires. Vitalik n'est plus, tout comme Jennia. Et même s'ils avaient été encore en vie, ils m'auraient couvert, comme je l'aurais fait pour eux. Mais non, tout n'avait pas commencé au moment où les vantaux de plusieurs tonnes s'étaient ébranlés pour glisser dans un long crissement et nous ouvrir une voie vers l'enfer et aux démons le chemin du métro. C'était un tout autre jour, ensoleillé et limpide, chaud et frais, plein d'odeurs merveilleuses et improbables que je suis incapable de ressentir, tout en ayant la certitude de n'avoir rien senti de tel depuis. « Mon petit Artyom, » avait dit ma mère, avec douceur, « aujourd'hui nous allons nous promener au jardin botanique, ça te dit ?»« Oh oui !» m'étais-je écrié, « oui !» Je me rappelle notre voyage dans la rame à moitié vide à cause du week-end. Je me rappelle notre ascension sur le court escalator. Je nous revois sortir du large pavillon vitré dans une rue pleine de verdure. Je revois les nuages légers courir au-dessus de ma tête dans le ciel infini. Je sens la laine de la brise fraîche sur mon visage. À la sortie du métro, il y avait un marchand de glace, et nous avons rejoint la file d'attente. « Est-ce que tu préfères une crème glacée dans un gobelet en gaufre ou un esquimau au chocolat ?»« La crème, l'esquimau, dans le gobelet !»« Il faut choisir, » avait dit ma mère avec sévérité. « Tu ne peux pas tout avoir. On a déjà bien assez de soucis avec ton allergie. »« Et si tu prenais l'esquimau? Et moi le gobelet? Je goûterai ta glace et tu goûteras la mienne. »« D'accord, d'accord, » avait-elle répondu en éclatant de rire. Même si j'avais englouti les 2 glaces l'une après l'autre, il ne me serait pas arrivé grand-chose, car depuis ce temps-là, je n'ai plus mangé beaucoup de sucreries. Nous sommes entrés dans le jardin botanique, et nous y sommes promenés jusqu'à l'heure du déjeuner, au long des larges allées entrelacées. Après nous être égarés, nous avons débouché par hasard sur un jardin japonais, niché dans un recoin isolé de l'immense parc. Un étang aux nénuphars, de frêles pontons de bois jetés au-dessus de l'eau, et des oiseaux étonnants au plumage orange, qui fendaient silencieusement l'onde sombre. La quantité de choses dont je me souviens est étonnante. Que de superflu pourtant. Que d'inutile. Quant au plus important, je n'ai jamais pu l'invoquer. Son visage. Le visage de ma mère. Je ne sais pas ce qui m'interdit de revoir ses yeux, son sourire,
ses cheveux. Et pourquoi? Sauf que je n'ai jamais été prêt à accepter ce diktat. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé de revenir à ce jour, à ces allées chuintantes, à ces canards oranges, à l'asphalte chaud que baignent les rayons du soleil à travers le feuillage, auprès de ma mère. Pourtant ce monde où je voulais tant retourner est mort, sans espoir de retour, et a emporté à sa suite ma mère dans le néant. Il ne m'en reste plus rien sinon ce jour, et 2 ou 3 esquisses maladroites. Le soir, chez nous, la lumière douillette de la lampe, la chaleur. Me rappeler au moins son visage, sa façon de me regarder, ses paroles chuchotées pour que je n'aie plus peur de rien, ses clignements d'yeux. Pour cela, j'étais prêt à donner mon âme. Je l'ai toujours été, et je l'ai fait. Quand advint le jour du jugement dernier, les justes et les pécheurs furent appelés à recevoir leur dû. Et elle et moi, nous nous cachâmes de Dieu au fin fond du métro pour nous soustraire à ses yeux. Et il eut la flemme de nous extirper de nos terriers. Puis son attention fut accaparée par d'autres affaires, ou peut-être est-il mort, et nous fûmes oubliés sur cette terre usée et mis au rebut, dans un voyage vers nulle part. L'humanité fut immolée, mais tous les deux fîmes partie de ceux-là à qui l'on avait accordé un sursis. Trop court pour elle, trop long pour moi. Ma mère fut dévorée par les rats. Je n'ai aucun souvenir de ce jour-là. Cependant, si l'on m'a épargné ce souvenir pour prix de celui du matin ensoleillé au jardin botanique, je suis prêt à faire l'échange. Vous m'entendez? Je fus recueilli par un homme qui était prêt à faire de moi son fils adoptif. Malheureusement, moi je n'étais pas prêt à devenir ce fils-là. Nous nous étions rapprochés, tout en restant des étrangers l'un pour l'autre. Ma mère, qu'il n'avait pas eu le temps de sortir de la coulée de rats, et avec laquelle je n'avais pas pu mourir, se dressait entre nous. Jamais je ne l'ai accusé de quoi que ce fût, mais je n'ai jamais pu lui pardonner. J'étais comme une branche cassée qu'on essaie de greffer sur un autre arbre, sans succès. La brisure avait été cautérisée, et toutes les cellules du pourtour étaient mortes. Tout effort était vain. C'est ainsi que nous avons vécu, lui vieux garçon, et moi orphelin. Son visage à elle, je ne le voyais pas même dans mes rêves. Le fameux jour des canards et des glaces me revient souvent, mais ma mère, jamais. Sa silhouette, sa voix, son rire. À peine tendais-je les bras que tout se dissipe, disparaît. Impossible de l'étreindre, de la retenir. C'est moi qui les ai poussés à aller jusqu'à la station Botaniczewski Sad. Bien sûr que c'est moi. Tout seul j'avais trop peur, et de toute manière, seul je n'y serais jamais arrivé. Il fallait bien quelqu'un pour distraire les sentinelles du tunnel nord, sinon on nous aurait attrapés dès le premier barrage. Mon objectif était clair, monter à la surface. Je ne sais pas ce que je comptais y trouver. Ce n'était ni le jour lointain d'été, ni le ciel azur, ni le marchand de glace, toujours en activité contre toutes les lois de l'univers, ni les reflets du soleil dansant sur le trottoir. Peut-être que quelque part à l'intérieur de ce gamin, à l'intérieur de cette matriochka sale, à la tête rasée, traînant un fusil à double canon rouillé, se cachait une autre matriochka, un bambin de 3 ans, heureux, barbouillé de glace, qui croyait au miracle. Et là-haut, à la surface, il espérait retrouver sa mère qui l'avait délaissé et qui lui manquait terriblement. Depuis ce jour-là, je me suis entouré d'autres carapaces, comme les anneaux d'un arbre. Le gamin avec le fusil rouillé s'est installé à l'intérieur d'un adolescent boutonneux dévoreur de livres,
celui-ci à son tour dans un jeune homme naïf et avide d'aventure. Tous ceux-là sont enfermés désormais à double tour dans une matriochka hideuse, un homme sans âge, brûlé à vif. Ce dernier cocon est inamovible, impossible à ébrécher ou à briser. Mais je sais que quelque part au fond de moi, sous tous ces anneaux de croissance, se cache encore le bambin de 3 ans. Il se cache et espère. À mes amis, j'avais proposé de jouer au stalker, et ça leur avait suffi pour m'accompagner. La station Botaniczewski Sad était noire et vide. Des débris de vie enjonchaient le sol, tentes déchirées, poupées cassées, vaisselle brisée. Des rats couraient ici et là, et rongeaient jusqu'à la dernière miette de tout ce qui leur tombait sous la dent. La poussière en suspension rendait l'atmosphère étouffante. Il y planait l'odeur du désespoir. Je pense que si l'enfer existe, le véritable enfer, alors il ressemble exactement à la station Botaniczewski Sad, telle que nous l'avions vue cette nuit-là. C'est moi également qui avais proposé d'ouvrir les vantaux hermétiques. Vitalik était déjà passablement effrayé par cette maudite station, et même Jeniya avait émis des doutes alors que je saisissais la poignée de commande. Mais j'étais bien trop près du but, de ce jour d'été, de ce monde passé, pour m'arrêter. Aujourd'hui, bien entendu, je répète toujours que c'est Jeniya qui a eu l'idée de monter à la surface, et ceux qui doutent de mes dires n'ont qu'à lui demander directement. Le mécanisme peinait, mais fonctionna malgré tout. Suivez-moi. J'étais armé de mon fusil, Jeniya d'une lampe de poche. Chacun trouva le courage de monter jusqu'au vestibule supérieur, les marches branlantes envahies par une mousse qui nous semblait respirer lentement. Puis notre groupe se disloqua. Vitalik n'osait pas mettre le pied dehors. Jeniya fit quelques pas et s'immobilisa. Quant à moi, mes jambes me portaient en avant. Le ciel nocturne était dégagé et brillait de milliers d'étoiles. Mais ce n'était pas pour ce spectacle que j'étais venu. Pourquoi alors? Je commençai par regarder autour de moi, incertain, et comparer le paysage en décomposition avec mes souvenirs confus, idéalisés, comme lors de l'identification de la dépouille mutilée d'un proche. Puis je trouvai enfin une vague ressemblance à laquelle je me raccrochai, et j'accélérai le pas, et doublai l'angle de la rue. D'un côté gisaient des ruines d'immeubles abandonnés, crânes mutants aux yeux innombrables qui montraient les dents. De l'autre, la végétation luxuriante du jardin botanique, à qui la guerre nucléaire semblait avoir profité, avait envahi la moitié du monde. Le vent charriait des sacs blancs en plastique. Il paraît qu'il leur faut 500 ans pour se décomposer. Non loin de moi, quelqu'un mugissait bruyamment, comme si on le brûlait vif, mais je n'y prêtais pas attention. « Artyom! Où vas-tu, Artyom ?» Je ne m'étais même pas retourné, et Jeniya, mon ami le plus fidèle, eut peur de me suivre. Encore 100 mètres, et soudain je tombais pile devant ce même kiosque du vendeur de glace, peint jadis de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis lessivé par de méchantes pluies, et privé de ses couleurs par les ténèbres de la nuit. Les fenêtres étaient brisées, l'intérieur dévasté et souillé. Ratatiné et de guingois, il ne ressemblait pas plus à l'étal lumineux et magique de mon enfance qu'un cancéreux à lui-même avant la maladie. Je le touchai, fermai les yeux, et essayai de m'imaginer que ma mère me proposait de choisir entre l'esquimau et la crème glacée. Je chuchotai, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Je compris à cet instant que je ne me la rappellerais pas. Quand bien même je partirai dans les profondeurs du parc, trouverai les mêmes allées, le même plan d'eau, les mêmes pontons, et en reviendrai vivant. Il n'en sortirait rien.
Je me sentis soudain très seul, seul comme jamais. Je demeurai immobile à côté du kiosque abandonné, comme si j'attendais simplement que ce soit à mon tour d'être servi, malgré la certitude que ce tour ne viendrait jamais. J'étais orphelin, j'étais seul au monde. Peut-être le sursis qui m'avait été accordé s'était-il terminé à cet instant-là. Je n'avais rien entendu. Ces bêtes-là se déplaçaient avec une discrétion étonnante. Pourtant, par un instinct animal aiguisé par la vie dans le métro, j'avais senti leur présence et ouvert les yeux. Une meute de chiens errants, enragés et efflanqués. J'étais cerné, le dos contre le kiosque. Je n'avais nulle part où fuir, ni même le temps pour se faire. En regardant leurs yeux, j'avais compris que je ne pourrais pas les effrayer, ni les apprivoiser. À cette époque, la surface ne grouillait pas de la vie irradiée, monstrueuse, qui s'y est répandue depuis. Les chiens avaient eu de la chance de flairer mon odeur. Ils devaient me dévorer au plus vite, pour que la faim ne les poussât pas à se jeter à la gorge les uns des autres. « Tire !» entendis-je de la voix de Jennia. « Tu as un fusil !» Je repris mes esprits, et braquant mon arme sur la plus grosse des bêtes, pressai la détente. Le percuteur cliqueta. Le coup ne partit pas. Je pressai la seconde détente, pas mieux. Les cartouches avaient dû prendre l'humidité. Je n'avais pas d'autres munitions. Un des chiens se tourna vers Jennia. « Va-t'en !» lui criai-je. « Mais ne cours pas, sinon ils vont t'attaquer en premier. » Jennia battit en retraite sans jamais quitter la meute des yeux. Et moi, je restais là à le regarder. « Je vais revenir, avec des renforts !» bafouillait-il. C'était évident qu'il n'aurait pas le temps de revenir avec quelque renfort que ce soit. Il le savait, et je le savais. Quand je lui avais dit de partir, une pensée me trottait dans la tête. Et s'il restait? Et s'il trouvait une solution? Et quand il m'avait obéi, j'avais éprouvé de la peine. L'animal dont j'avais escompté exploser la caboche fit un pas en avant, leva la gueule vers les étoiles, et poussa un hurlement enroué. La meute rampa vers moi, le ventre pressé contre l'asphalte, prête à bondir. À cet instant, par-delà la forêt noire et les immeubles éventrés, au-dessus de cette planète engourdie, s'éleva un cri tel qu'il n'était plus question de fuir, seulement de tomber face contre terre, de s'y tenir coi et de prier pour être épargné. Je n'en avais jamais entendu de pareil. Un des chiens bondit vers moi, sans bruit. Je l'ai retrouvé en bas, à côté des vantaux hermétiques, en pleine discussion. Il n'avait pas trouvé le courage de vérifier si j'avais été dévoré, ni n'était assez lâche pour courir se réfugier auprès de leurs parents à VDNKH, car eux avaient vers qui se tourner. « Comment c'est possible ?» avait lâché Jennia, les yeux exorbités. J'avais haussé les épaules. « Combien de temps est-ce que je suis resté là-bas ? Une quinzaine de minutes ? Comment est-ce que tu leur as échappé, Artyom ? Je ne m'en souviens pas. Seulement 15 minutes ? J'avais l'impression que notre équipée, l'épisode du kiosque, celui de la meute, que tout cela s'était passé la veille, comme si j'avais dormi une nuit entière. « Artyom !» répéta Jennia avec insistance. « Pourquoi tu souris ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais à ces questions, je n'avais aucune réponse à fournir. Je ne me rappelais rien. Et la mémoire ne me revint que des années plus tard. Bien sûr, je haïssais les Noirs. Tout le monde est les Noirs. Quand j'ai traversé ma station natale, maculée de sang, peuplée de fous mugissants à qui on avait lié bras et jambes, je ne pensais qu'à la vengeance. Quand j'ai appris qu'ils avaient tué Jennia, les derniers doutes m'ont quitté. J'ai voulu réduire leur tanière en cendres, brûler tout le jardin botanique, où je savais ne plus pouvoir retourner. Dans les légendes que se racontent aujourd'hui les bonimenteurs oisifs,
les Noirs sont affublés d'une puissance et d'une malveillance sans égale. J'entends ici et là qu'ils tuaient les sentinelles à main nue, brisaient les nuques. Encore un peu et on dira qu'ils buvaient du sang humain. Mensonges, rien que des mensonges. La vérité est bien plus effroyable. En vérité, les Noirs n'ont pas tué un seul homme. Ils n'en ont même touché aucun. Toutes les victimes sont mortes des mains de leurs compagnons d'armes, que les Noirs n'ont fait que rendre fous. Nul n'est capable de rester soi-même dans leur voisinage, et personne ne se souvient de qui il est tant qu'ils sont à proximité. Bien sûr, quand tu retrouves tes esprits et que tu vois devant toi un camarade avec la gorge arrachée, il est plus facile et plus logique de décider que c'est l'œuvre d'un monstre noir. Le décider et y croire. C'était ce qui se passait en réalité. Cette monstruosité sortait des tréfonds de chacun, et une fois son méfait accompli, retournait si à pire. Tous ceux qui avaient croisé ne fût-ce qu'un instant leur bête intérieure étaient bons pour la camisole de force. Je ne connais qu'un seul homme qui a tenté de faire sans, Hunter. Il pensait qu'un gilet pare-balles suffirait à contenir dans ce corps le monstre prêt à s'en échapper pour remplacer l'humain. Il croyait que son casque en titane ajusté préviendrait toute intrusion dans sa tête. Mais ce n'est pas de lui qu'il est question présentement. Nul n'était capable de ressentir autre chose que l'effroi et le dégoût à la vue des Noirs. Des organismes à notre exact opposé. Voir un Noir, c'était comme voir un homme retourné à l'envers. Une masse de viande carmin qui se contracte en rythme, et des organes frémissants. Pourtant, ce n'était pas leur anatomie qui était en cause. On trifouillait leurs dépouilles avec un bâton, ou on assénait un coup de pied dans leur crâne sans craindre la nausée. C'était autre chose. C'était leur présence vivante. Et plus ils étaient proches, plus fort était le dégoût, plus prégnante la peur. L'impression qu'au contact de ce rejeton des enfers, un parasite allait s'installer dans votre âme. Pas le cerveau, non, précisément l'âme, qui se couvrirait aussitôt de plaies purulentes, noircirait, s'assécherait, mais ne disparaîtrait pas, et servirait de pitance au parasite tant qu'il en aurait l'envie. Je le sais aujourd'hui, l'image que conjurait chacun était différente. Il n'y avait rien de plus logique et de naturel que de souhaiter annihiler ces créatures cauchemardesques jusqu'à la dernière. C'était le seul moyen de se débarrasser de la peur qui vous poursuivrait sinon jusqu'au tombeau. Et quand je reçus l'arme de la rétribution, que nous avions arraché des doigts squelettiques de nos aïeux défunts, je savais ce que j'avais à faire, et j'ai fait mon devoir. Il avait fallu moins d'une minute au missile pour couvrir la distance entre les silos qui avaient miraculeusement survécu à la dernière guerre et la nouvelle forme de vie consciente qui était miraculeusement apparue sur une planète dévastée. Mais il y avait eu une minute supplémentaire pendant laquelle on avait transmis les coordonnées de la cible aux opérateurs. Cette minute est devenue pour moi l'éternité. « Je ne m'en souviens pas, » avais-je répondu à Jeniya. « Laisse-moi tranquille. » Quand nous étions rentrés à la maison, on nous avait questionnés, bien sûr, mais nous n'avions rien dit. Jeniya et Vitalik avaient oublié que c'était moi qui les avais convaincus d'aller à la station Botanicheski Sad, et en retour j'avais oublié qu'ils avaient pris peur et m'avaient abandonné à la surface. Je n'ai jamais redemandé à Jeniya pourquoi il m'avait obéi et laissé en proie aux chiens affamés, et lui ne s'était plus intéressé à la manière dont je leur avais échappé. Et nous avions tous les trois tu qu'en fuyant la station à toutes jambes, nous avions laissé les vantaux hermétiques grand ouverts. Nous avions tenté de les remettre en place à la main, mais ils étaient très lourds à bouger. Au bout d'un moment, j'avais dit « Tant pis, on laisse tomber !» Et Vitalik et Jeniya m'avaient regardé étrangement. Me jugeaient-ils? Était-ce de la reconnaissance? Puis avaient lâché la manivelle rouillée. Nous étions tous devenus complices de ce crime, mais j'avais dit tant pis. Pourquoi? Peut-être parce que je n'avais pas tout oublié. Peut-être parce que les bribes de ce qui s'était passé me revenaient. Elles essayaient de s'arracher aux oubliettes de la conscience où je les avais enfermées.
Elle suintait dans mes rêves, provoquait des associations de pensées malvenues et incompréhensibles qui me laissaient perplexe. Je m'interdisais de me rappeler ce qui s'était passé, car c'était très étrange et sans doute tabou. Alors quand les Noirs avaient commencé à descendre dans le métro en empruntant les portes que nous avions laissées grandes ouvertes, je me suis senti vraiment mal. Ce vieillard censé écrire un livre à mon sujet, je lui avais raconté mes nombreux rêves en détail, décrit mes cauchemars. Mais jamais je n'ai évoqué avec lui la vision qui me visitait le plus souvent, sans doute parce que mon intuition me soufflait que ce n'était pas un songe. Un chien gigantesque saute sur moi. Ses crocs visent ma gorge. Les autres se préparent à se jeter sur moi, dès l'instant où le premier m'aura fait perdre l'équilibre. Je mourrai dans un battement de cils. Mon sursis prend fin. Soudain, la carcasse qui vole dans ma direction devient molle, dans les airs, et s'écrase par terre à un pas de moi. Les autres membres de la meute rabattent leur queue, montrent les dents, et reculent en rampant. Je me retourne et sursaute. Une ombre noire titanesque se tient derrière mon épaule. Je suis pris d'une terreur primale, inénarrable. Mais à cet instant, quelque chose se pose sur le sommet de mon crâne. Une main. Une seconde passe, une autre. Je tente de m'échapper, mais les longs doigts d'acier tiennent ma tête solidement. Je réalise que tout est fini. Puis la peur et la douleur disparaissent, se dissolvent comme un morceau de sucre dans une tasse de thé. Les chiens fuient. L'un d'entre eux a les intestins qui se vident, un autre convulse. Cependant, ils sont le cadet de mes soucis. Sans chercher à échapper l'étreinte, je lève lentement les yeux sur l'organisme étonnant qui me tient par l'âme. Un noir. Il se tient sur deux jambes et mesure de tête de plus que le plus grand des adultes qui m'a été donné de voir. Sa peau est aussi noire que l'intérieur des tunnels, et ses yeux ronds qui ne scillent pas sont dépourvus de sclérotiques. Pourtant, ils ont en eux bien plus de sagesse que bien d'autres dont l'apparence nous est plus familière. Aucun doute, ce n'est ni un animal, ni une créature fantastique. C'est un homme qui se tient devant moi. Et avec ses yeux étranges, il regarde directement, en moi. Il voit tout. Ce jardin botanique dans lequel je veux retourner, et celui dans lequel j'ai manqué d'atterrir à l'instant. La file d'attente pour les glaces devant le kiosque encore multicolore et vivant. Les nuages qui courent dans le ciel. Les canards sur le plan d'eau. Et ma mère. Il voit sa mort, mes errances à travers les tunnels vides, ma tristesse, ma solitude et mon incapacité à vivre avec un autre représentant de mon espèce. Il voit devant lui un noir, risible, petit, mal fichu et maladroit, d'une couleur invraisemblable, étranger sur cette terre et dans ce monde, abandonné et incapable de s'attacher à qui que ce soit, un orphelin. Et il me plaint et me bénit. L'espace d'un battement de cils, à la place de sa silhouette sombre imposante, je vois ma mère. Elle me sourit, me susurre des mots doux et m'ébouriffe les cheveux. Elle me tend une crème glacée. Les feuilles bruissent au-dessus de nos têtes, des nuages argentés filent dans le ciel. Les gens rient. Tout est exactement comme en ce fameux jour. Quand je reprends mes esprits, je suis incapable de me rappeler son visage, et à compter de ce jour je ne l'ai plus revu dans mes rêves. Pourtant je sais avec certitude que le noir me l'a montré. J'ai eu l'impression alors qu'il n'avait pas juste passé un masque pour mon seul bénéfice. Cela avait été comme s'il avait laissé son âme tourmentée entrer dans sa chair, qu'il avait permis à ma mère de s'incarner en lui l'espace de quelques secondes pour une brève entrevue avec son fils. De la même manière que des médiums laissent entrer en eux les esprits qu'ils ont invoqués. J'ai eu l'impression qu'on m'avait adopté. Puis je me suis retrouvé seul à nouveau.
En guise d'adieu, il m'a dit « Tu es le premier ». Pourtant, une fois rentré chez les miens, je n'avais gardé en mémoire de cet événement-là pas plus d'éléments que si je venais de me réveiller après un rêve magique. Et le peu qui subsistait disparut très vite. Du moins, c'était ce dont j'avais l'impression. « Pourquoi est-ce que tu souris ?» avait demandé Jennia d'un air méfiant. Je ne le savais plus moi-même. J'avais 24 ans quand les Noirs se sont rappelés mon existence. C'était trop tard. J'avais déjà été élevé par les hommes. En écoutant les premières histoires à propos de monstres venus de la surface qui dévoraient vivantes nos sentinelles, les amis de mon père adoptif, les pères de mes amis, je devinais que durant mon enfance il m'était arrivé quelque chose de mauvais, de tabou, de honteux. Que je devais chasser les rêves qui parfois essayaient de me rappeler les événements de jadis, et puisque les démons noirs étaient capables de prendre le contrôle des adultes, comme s'ils passaient à leurs mains des marionnettes en chiffon, alors maltraiter la psyché d'un enfant ne devait leur poser aucune difficulté. Si je voulais fuir VDNKH, c'était justement parce que des bribes de l'escapade nocturne, qui avaient scellé mon destin, remontaient encore à la surface de ma conscience. J'étais terrorisé à l'idée que les Noirs puissent faire de moi leur marionnette, m'obliger à quitter mon lit et à égorger mes amis, ou les commandants de la station. Hunter estimait, lui, que j'étais naturellement immunisé contre les effets des Noirs. La vérité est que j'avais reçu un vaccin dans ma jeunesse, et portant dans mon âme une part de la leur, je ne ressentais plus la douleur et la peur quand ils tentaient de communiquer avec moi. Cette immunité ne s'est développée que parce qu'ils étaient déjà en moi. Si j'avais avoué tout cela au chasseur, il m'aurait étranglé sur place malgré sa longue amitié avec mon père adoptif. En fait, je me serais ôté la vie moi-même, si j'avais été plus courageux. Mais j'étais un pleutre, et je fuyais. Si j'ai accepté la proposition de Hunter, c'est que j'y voyais un moyen parfait pour disparaître de VDNKH. J'imaginais pouvoir me cacher des Noirs, me soustraire à mon destin. Et quand j'ai fini par trouver le courage, j'en ai eu juste assez pour chasser leur voix de ma tête à coups de missiles. Pleutre j'étais, pleutre je suis resté. Dans la version canonique de la légende arthiomienne, il est dit « Les Noirs ont tenté de communiquer avec notre héros quand les missiles avaient déjà été lancés. » Pourquoi est-ce que je raconte ça à qui veut l'entendre? Pour me décharger de ma responsabilité? Pour convaincre la terre entière que je n'aurais rien pu faire de toute manière? Que quand j'avais fini par tout comprendre, il était déjà trop tard? Oui, il paraît qu'à force de répéter un mensonge, on finit par y croire soi-même. C'est ce que j'espère. Ou sinon trouverais-je du réconfort. J'avais démêlé les chevaux bien avant que les coordonnées de la fourmilière des Noirs fussent transmises à la base. La teneur du message qu'ils m'ont transmis est elle aussi de notoriété publique. Ils disaient qu'ils venaient en paix, qu'il y avait une possibilité de symbiose, qu'ils souhaitaient sans y parvenir trouver une langue commune avec les résidus de l'humanité réfugiés sous terre, que mon véritable rôle était de devenir le trait d'union entre les deux espèces et d'arrêter la guerre. D'ordinaire, j'insiste sur « arrêter la guerre ». Ainsi, la fin de la légende reste ouverte, et chacun l'interprète à l'aune de sa propre rancœur. La majorité est convaincue que les Noirs ont tenté de s'emparer de mon esprit pour éviter la destruction. Les plus sceptiques admettent que sans doute les Noirs ne comptaient-ils pas dévorer l'humanité jusqu'au dernier homme. Quant à moi, je m'en lave les mains. Tout s'est passé ainsi. Mais il y avait autre chose. Ce que j'ai vu en premier là-haut, sur la tour, c'était son visage. Le visage de ma mère. Et je suis certain qu'ils ne me l'ont pas montré pour me manipuler. C'était simplement une manière de dire bonjour. Le fils égaré a cessé de se cacher et de bouder. Il a desserré ses poings, et ses parents lui ouvrent les bras pour un câlin. Voilà ce que c'était. Puis on m'a rejoué ce jour lointain. Seulement cette fois,
La vision n'était pas restreinte au jardin botanique et à ses alentours, mais étendue au monde entier. Debout sur la coursive de la tour Ostankino, je regardais autour de moi, émerveillé et abasourdi. Ce que je voyais n'était pas une ville dévastée par la guerre et la pestilence, des coquilles vides d'immeubles éventrés, des rues aux boyaux retournés, mais bien le Moscou vivant, bouillonnant, vert. Je suis certain qu'ils me l'ont montré non pas parce que je rêvais de la voir plus que tout, mais en guise de message. Et ce message était « Nous pouvons faire revivre tout cela, vous et nous, ensemble. » J'ai eu cette chance unique de tout arrêter. 1 minute pour tout expliquer à ceux de mon groupe, pour jeter le poste radio dans la tour, ou que sais-je d'autre. Et moi, je m'en suis lavé les mains. Les hommes du commando ont calculé et transmis les coordonnées de la cible, d'autres ont appuyé sur les boutons et tiré les missiles. J'étais le seul à n'être coupable de rien. Je me contentais de rester là à regarder, puis je suis descendu de la tour, et on m'a accueilli en héros. Je ne suis plus capable de me rappeler son visage. Il ne me reste plus désormais qu'à revenir jour après jour sur ce champ de cendres. J'y suis venu hier et avant-hier, et le jour précédent, et ainsi toute l'année qui vient de s'écouler. Je m'y rends aujourd'hui, et je m'y rendrai demain. Ce n'est pas un rituel, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon devoir. Seulement, tous les matins quelque chose m'aiguillonne. Un sentiment confus me pousse à me préparer, enfiler les tenues anti-radiation, exiger que l'on m'ouvre les vantaux hermétiques, escalader envers et contre tout l'escalator, m'extraire de 50 mètres de profondeur vers la surface, arpenter les rues vides, pour aboutir ici. Avant, cet endroit s'appelait le jardin botanique. Désormais, il n'y a ici que du charbon et de la suie, et seuls les sacs en plastique survolent cette désolation noire. Quand nous aurons tous clamsé, et je donne à l'humanité 200 ans tout au plus, ces sacs poursuivront leur course pendant encore quelques siècles. C'est sans doute tout ce qui restera de notre civilisation, de notre monde. Ces sacs sont nos excréments impérissables, le mémorial le plus approprié à notre insignifiance. Maintenant j'ai beaucoup de temps libre, une éternité environ. Aussi ai-je beaucoup d'occasions pour repenser à la manière dont tout cela est arrivé. Et j'ai fini par développer ma propre théorie. Les Noirs n'étaient pas des démons. Bien au contraire, ils étaient les ambassadeurs des anges, envoyés ici pour nous sauver et nous mettre à l'épreuve. Si nous avions été capables de vaincre la bête qui est en nous, si nous avions été capables de voir les plumes blanches dissimulées sous leur peau noire, de trouver un moyen de communiquer avec eux, sans faire cas de la douleur et du dégoût, nous aurions réussi l'épreuve et obtenu le pardon pour avoir annihilé un monde que nous n'avions pas créé. Mais nous n'y sommes pas parvenus. Je n'y suis pas parvenu, moi. Et me voilà tel un damné, tel un automate, à arpenter des routes défoncées pour aller prendre mon quart au jardin botanique. Ce n'est ni ma punition ni ma pénitence. Je ne peux tout simplement pas faire autrement. Pourquoi ? Je n'arrive pas à le comprendre. Je ne veux pas le savoir. Je remue avec un long bâton des morceaux de charbon éteints depuis longtemps. Je soulève des carcasses métalliques. Je me dis que j'ai déjà retourné un entier champ de morts, et que, faute d'avoir trouvé quoi que ce soit, j'ai décidé de refaire un deuxième passage, puis un troisième. Qu'est-ce que je cherche ? Une bouse verte ? Un morceau d'os d'un organisme différent qui était prêt à m'adopter ? Moi, un garçon esseulé ? Ou l'ombre des arbres qui poussaient ici, le jour où ma mère m'y a promené ? Le pardon ? Un espoir ? De la suie et du charbon et de la suie.
Je m'assieds à même le sol. Rien à faire des émanations radioactives. Un sac file en rase-motte en se retournant dans le vent. Arrivé à mon niveau, il se colle à mon visage, occulte mon champ de vision, et reste là, comme s'il avait fusionné avec mon masque à gaz. Je ne l'enlève pas. Je n'en ai plus la force. Plus la force de vivre. Une rafale arrache le sac et l'emporte quelque part au loin. J'ai les yeux rivés sur mes bottes. Ce serait bien si je pouvais m'étrangler. Je retrouve enfin assez de hargne et de désespoir pour rebrousser chemin vers la maison, pour écouter les mythes contant mes exploits et y ajouter de nouveaux détails. Telle est ma punition. Et, mon Dieu, je ferme et rouvre les yeux. J'essaie de me pincer à travers l'épaisse peau grise d'éléphant du masque à gaz. Non, il ne disparaît pas. Le verre se couvre aussitôt de buée, et j'arrache mon masque à tous les diables, comme je l'avais fait sur la tour. Il se tient toujours au même endroit. Alors, oubliant tout, je cours maladroitement vers lui, lesté par mes lourdes bottes, en me prenant les pieds dans des tuyaux et des cadres métalliques. Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais même pas comment lui parler. J'y arriverai, je trouverai un moyen. Pourvu seulement que ce ne soit pas un mirage ou un démon. Je me rapproche de lui, je ne sais pas d'où il sort, et je ne veux pas le savoir pour ne pas l'effrayer. Je crois simplement en lui, et la foi, c'est quand on ne pose pas de questions. Il se tourne vers moi. Des bras démesurément longs, de grands yeux sans sclérotique ni pupille, une peau noire, huileuse. Il est encore tout petit et n'atteint pas ma ceinture. Il me regarde de bas en haut. On dirait que ses yeux sont vides, pourtant. Je jette mon gant et pose précautionneusement ma paume sur le sommet de son crâne. J'ai peur de l'effrayer si je lui fais mal. Je réalise qu'il est seul au monde, qu'il n'a que moi.